5000 personnes s'apprêtent à se masser devant la Bastille pour faire tomber un royaume. La foule avance sans s'arrêter, portée par la colère, droit vers la porte. Personne ne recule, personne n'hésite. Pour les insurgés, cela ressemble presque à un jeu d'enfant. Une vieille forteresse, un ancien ordre, une cible facile, une simple porte. Ils vont attaquer tous ensemble, écraser les gardes, briser la ligne et faire tomber la Bastille. C'est aussi simple que ça. Mais juste devant l'entrée, une ligne étrange apparaît. Ils ne ressemblent pas à des soldats. Ils ne ressemblent pas non plus à de simples gardes. Leurs visages sont cachés derrière quelque chose d'inconnu. Leurs boucliers se ferment les uns contre les autres. Ils s'arrêtent en même temps. Ils semblent respirer en même temps. Et pour la première fois, la foule ralentit. Car en face d'eux, ce ne sont pas les gardes qu'ils attendaient. Ces hommes ne ressemblent pas à des soldats, mais ils sont plus organisés que des soldats. La porte de la Bastille n'est plus seulement une porte. Devant ce passage étroit, il y a une ligne de boucliers fermée sur elle-même. 50 hommes, visage invisible, mouvements synchronisés, silence presque mécanique. Les insurgés ne comprennent pas ce qu'ils voient. Et derrière eux, la rumeur de la foule ne s'arrête pas. Ils ont des fusils, des pics, des manches de hache, des barres de fer et de la colère. Pour eux, ce n'est pas seulement une forteresse, c'est le visage de pierre du pouvoir royal. Et aujourd'hui, ils sont venus pour le briser. Mais devant la porte, quelque chose qui n'appartient pas à cette époque les attend. Une unité moderne de maintien de l'ordre. 50 policiers anti-émeute. Les boucliers se referment, côte à côte. Derrière les visières transparentes, les yeux observent la foule. Gilets de protection, genouillères, matraques, menottes en plastique, gaz lacrymogène, grenades fumigènes, grenades assourdissantes, et une formation serrée faite pour tenir les rues étroites. Les insurgés ne comprennent pas. Ces hommes ne sont pas des soldats, mais ils sont plus disciplinés que des soldats. Ils ont des boucliers transparents, leurs visages disparaissent, ils avancent en même temps, ils s'arrêtent en même temps. Les hommes en première ligne s'approchent en criant. La première pierre est lancée. Elle frappe un bouclier, le choc résonne, mais la ligne ne bouge pas. Une deuxième pierre arrive, puis une troisième, puis des dizaines. L'unité anti-émeute ne recule pas. La première ligne fléchit légèrement les genoux. Les boucliers se verrouillent entre eux. La ligne arrière observe par-dessus les épaules. Le commandant donne un ordre bref, et la première grenade assourdissante tombe devant la foule. L'explosion ne ressemble à rien de ce que le Paris du XVIIIe siècle connaît. Ce n'est pas une flamme, ce n'est pas un boulet de canon, mais le bruit déchire les oreilles, serre la poitrine, et la panique commence. Les insurgés du premier rang se jettent au sol. Certains lâchent leurs armes, d'autres courent dans tous les sens. Personne ne sait ce qui vient d'exploser. Au même moment, la fumée monte. Comme un mur blanc, elle recouvre l'entrée. La foule ne voit plus la Bastille. Elle ne voit plus la porte. Elle ne voit plus les 50 hommes en face. Elle n'entend que des sons. Les matraques qui frappent les boucliers. Les ordres durs sortis d'un mégaphone. Dans la foule, la première rumeur se répand. Le roi a trouvé une nouvelle arme. Non, ce ne sont pas des soldats. Non, ce sont des gardes sans visage. Dans les premières minutes, l'unité moderne contrôle le terrain. Elle utilise les passages étroits. Elle garde les murs épais de la Bastille dans son dos. Elle ne combat pas au milieu de la grande place. Elle pousse la foule vers les goulets d'étranglement. Car 50 hommes ne peuvent pas retenir 5000 personnes en terrain ouvert. Mais ils peuvent tenir une porte. Ils peuvent tenir un passage. Ils peuvent tenir l'entrée d'un escalier. Ils peuvent transformer l'entrée d'une cour en piège redoutable. L'architecture de la Bastille se retourne soudain contre les insurgés. Les hauts murs réduisent les possibilités de fuite. Les ponts et les portes divisent la foule. Les tours permettent d'observer d'en haut et de repérer les meneurs. L'unité anti-émeute le comprend immédiatement. À l'avant de la foule, il y a des hommes qui crient plus fort que les autres. Ils poussent les gens, ils les envoient vers l'avant. Ils traitent de lâches ceux qui reculent. Le commandant les désigne. 2 équipes sortent par la droite. Une autre met la pression par la gauche. La ligne avant pousse avec les boucliers, la ligne arrière referme les espaces. Un meneur est arraché à la foule. Puis un deuxième, puis un troisième. Ils ne sont pas abattus, ils ne sont pas écrasés, mais ils sont plaqués au sol, attachés et tirés hors de la ligne. Et la foule voit tout. C'est à cet instant que le vrai choc commence. Parce qu'une foule, ce n'est pas seulement un nombre. Une foule a besoin d'une voix. Elle a besoin d'une direction. Elle a besoin de quelqu'un qui lui dise où frapper. Quand ces voix disparaissent, un vide s'ouvre au premier rang. Un groupe recule. Un autre continue de crier. Un autre ne fait que regarder. Mais cet avantage ne peut pas durer éternellement. Le gaz lacrymogène est limité.
Les grenades assourdissantes sont limitées. Les fumigènes sont limités. Les bras des policiers fatiguent. Derrière les boucliers, la chaleur monte. Sous les masques, la respiration devient lourde. Et en face d'eux, il y a une foule qui ne semble jamais finir. Les insurgés commencent à surmonter le premier choc. Ils ne foncent plus simplement en ligne droite, ils se répandent dans les rues latérales. Ils jettent des pierres depuis les fenêtres. Ils arrachent des tuiles sur les toits. Ils ne poussent pas des voitures en flammes, mais des tonneaux brûlants, des tas de bois fumants, des obstacles improvisés. Le but n'est pas de brûler les policiers. Le but est de casser leur vision, de séparer leur formation et de les éloigner de la porte. Après un moment, l'avant de la Bastille devient un chaos total. Fumée, poussière, odeur de poudre, cris, pluie de pierres. L'unité moderne reste plus organisée, mais elle ne voit plus tout. Un bouclier se fissure, un policier reçoit un coup au genou, un autre tombe, et 2 hommes le tirent aussitôt vers l'arrière. La formation se referme, mais chaque fermeture demande plus d'efforts. Les insurgés le remarquent. Dans la foule, une nouvelle voix s'élève. « Approchez !» Cette fois, ils arrivent par vagues. La première vague s'écrase contre les boucliers. Elle est repoussée. La deuxième vague est déjà derrière. La troisième lance des pierres. La quatrième attaque une porte latérale. L'unité anti-émeute lance une nouvelle grenade assourdissante. Le premier rang se disperse encore. Mais cette fois, tout le monde ne fuit pas. Certains ont compris. L'explosion ne tue pas. Et cette connaissance ne détruit pas totalement la peur, mais elle la fissure. Alors, une question apparaît. Une arme qui ne tue pas peut-elle encore faire aussi peur? Et quand une foule comprend les limites de sa propre peur, elle devient plus dangereuse. Le commandant de police ne donne pas l'ordre de battre en retraite. Il resserre seulement la ligne. Désormais, ils ne tiendront plus toute la place. Ils tiendront seulement les entrées critiques de la Bastille. C'est une décision intelligente, mais c'est aussi la première grande concession. Les insurgés prennent une partie du terrain. Plus d'hommes approchent. L'arrière de la foule ne voit même plus ce qui se passe devant. Il avance seulement avec ce qu'il entend. Les soldats au visage de fer s'épuisent. Leurs pierres explosives sont presque finies. La porte va tomber. La rumeur se propage vite. Et chaque rumeur donne un peu plus de courage à la foule. L'unité anti-émeute tente encore de viser les meneurs. Mais maintenant, les chefs ne se distinguent plus. Ils sont dans la masse. Les voix se mélangent. Les ordres se multiplient. La colère est partout. Et pour la police, c'est une très mauvaise nouvelle. Car lorsqu'une foule ne se disperse pas après avoir perdu ses chefs, elle devient plus incontrôlable. Vers midi, les portes de la Bastille subissent les premiers vrais assauts. À courte distance, l'unité moderne reste redoutable. Avec les boucliers, elle brise les premiers rangs. Avec les matraques, elle fait tomber les mains armées. Avec le gaz, elle vide les passages étroits. Avec la fumée, elle cache ses mouvements. Mais elle ne peut pas être à 5 endroits en même temps. 50 hommes essaient d'arrêter une légende. 5000 personnes, elles, ne cherchent plus seulement à briser une porte, elles cherchent aussi à briser leur propre peur. Une entrée latérale tombe. D'abord, quelques hommes passent, puis des dizaines. Quand la ligne de police se tourne vers ce point, la pression augmente devant la porte principale. Le commandant comprend enfin la vérité. Cette bataille ne peut pas être gagnée. Elle peut seulement coûter très cher. Les derniers ordres deviennent plus courts. Ligne arrière, bouclier fermé, gaz prêt. Sortez le blessé. L'unité anti-émeute recule pas à pas. Elle ne court pas. Elle ne se disperse pas. À chaque 10 mètres, elle s'arrête. Elle repousse la foule. Puis elle recule encore. Même cette retraite ne donne pas aux insurgés une victoire facile. Pour chaque porte, ils paient un prix. Pour chaque escalier, ils sont arrêtés. Dans chaque nuage de fumée, leur ancienne peur revient pendant une seconde. Mais le nombre, à la fin, tombe comme un mur. L'intérieur de la Bastille se remplit. La ligne de bouclier ne se brise pas, mais elle est repoussée. Quand l'unité moderne abandonne le dernier passage, la foule entre dans la forteresse. L'histoire retrouve sa direction. La Bastille tombe. Mais cette fois, l'histoire se raconte autrement. Les insurgés n'ont pas seulement pris une vieille forteresse, ils ont aussi dû franchir un mur de 50 hommes sans visage. Un mur qui effrayait avec le bruit, qui disparaissait dans la fumée, qui arrachait les meneurs au milieu de la foule. L'unité moderne ne change pas le résultat, mais elle change la forme de la victoire. Une prise qui semblait facile devient une lutte d'usure de plusieurs heures. Ils reculent d'abord, puis ils attaquent encore. Et peut-être que ce jour-là, dans les pierres de la Bastille, la question qui résonne le plus est celle-ci. Une foule gagne-t-elle au moment où elle dépasse sa peur ou au moment où elle apprend à l'utiliser? Et si les plus grandes armées de l'histoire attaquaient une base de l'OTAN? La réponse est à l'écran.